Merci à vous toutes et à vous tous. On est ravis avec Antoine de vous recevoir aussi nombreux pour ce petit événement, même s'il a été médiatisé déjà il y a à peu près un mois, à la fois par la sortie un petit peu prématurée de l'information et puis ensuite par notre communiqué officiel le 17 octobre. Je suis ravi de vous accueillir ici à Orly, où sont réunis à la fois les deux équipes premières, l'équipe féminine et l'équipe masculine, les deux centres de formation et puis le siège du Paris FC. On est ici à Orly depuis 6 ans maintenant. Et depuis 6 ans, on a suivi une bonne partie du chemin qui devrait nous mener un peu plus haut, puisque l'équipe de Ligue 2 a été 4 fois barragiste en 6 ans, et l'équipe féminine a été les 3 dernières années en Ligue des Champions, avec la 3e place qui la met régulièrement derrière l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, en bonne place dans la hiérarchie du football féminin. Autour de moi d'ailleurs et dans la salle, il y a à la fois les membres de la direction du club autour de Alexis de Sèze et de Fabrice Hérault. Et puis il y a les membres du staff, notamment Sandrine Soubéran pour l'équipe féminine et puis Stéphane Gilly pour l'équipe masculine, François Ferracci pour la direction sportive, et nos 2 responsables de centre de formation ne sont pas là, masculin et féminin, puisqu'ils sont pris par des obligations professionnelles à Clairefontaine ou en Italie. Alors moi je suis ravi qu'on puisse se voir et évoquer ce beau partenariat qui lie maintenant le Paris FC à la famille Arnaud et à Red Bull pour les années prochaines. J'avais, avec mes 2 fils à l'été 2023, évoqué les prochaines étapes du club, et on était clair dans nos têtes et c'était partagé par l'équipe dirigeante, par les actionnaires aussi qui m'accompagnent dans Alter, qui était la structure de contrôle majoritaire du club. La ligne était claire. Quand on s'approcherait de la Ligue 1 ou quand on serait en Ligue 1, les 2 possibilités étaient ouvertes. Il fallait s'associer à des forces économiques plus puissantes que les nôtres, pour une raison bien simple. D'abord parce que la Ligue 1, quand on s'en approche, et à plus forte raison quand on y est, c'est devenu un championnat extrêmement difficile, au même titre que la Ligue 2, mais avec des enjeux financiers d'une autre nature. S'il fallait résumer sans simplifier à l'extrême, la première partie du classement de la Ligue 1 joue l'Europe chaque année. Je dis l'Europe, pas forcément la Ligue des Champions, les 2 autres coupes importantes. Et la deuxième partie, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, évite de redescendre en Ligue 2. Donc c'est une bataille qui est pas simple. Il y avait une deuxième raison qui m'amenait à penser également de ce côté-là, c'est que le foot a une image, parfois d'ailleurs totalement déplacée, de tonneau des Danaïdes et de gouffre sans fin où on n'arrête pas de perdre de l'argent. Et il y a 2 façons de ne pas perdre d'argent dans le football, soit rester tranquillement en Ligue 2 et éviter d'avoir des ambitions plus élevées, on peut trouver des équilibres d'exploitation à ce moment-là, soit grimper vers le haut de la Ligue 1, parce que, et ça s'accentue depuis quelques mois, avec la crise des droits audiovisuels, il vaut mieux être européen. Il y a à la fois des droits qui, eux, ne reculent pas, et qui sont resserrés sur une élite moins importante qu'auparavant, donc la performance économique, il faut toujours veiller à atteindre dans le football, même si ça prend parfois un certain temps pour arriver à ce niveau-là. Elle passe aussi par l'accès à la première partie du tableau et en s'y installant durablement. Et puis il y avait une autre raison qui est un peu plus subjective, mais je pense que quand on a passé 12 ans à la tête de ce club, et même 15 ans si je compte la présidence de l'association qui a précédé la présidence de la société anonyme, quand on a sué pour essayer de le ramener dans l'élite, autant s'y installer définitivement. Définitivement, c'est un bien grand mot, parce qu'il peut toujours y avoir un accident, mais en tout cas régulièrement pour jouer les places du dessus. Alors pourquoi, je laisserai Antoine bien entendu dire ce qui a motivé aussi l'arrivée de sa famille dans le football et les conditions de son arrivée. Moi, je vais vous dire pourquoi ce partenariat me ravit aujourd'hui et ravit surtout l'ensemble du club. Pour les raisons que je viens d'évoquer d'abord, il faut des forces puissantes pour exister dans l'élite du football. Pour des raisons aussi qui font que, vous savez, le football, c'est un peu à l'image de la société, avec toutes ces belles valeurs et parfois aussi tous ces méfaits, toutes ces difficultés.
Et je pense depuis longtemps qu'avec l'arrivée de moyens puissants, de groupes ou de familles qui contrôlent des groupes puissants, on a plus de chances de tomber du bon côté, de faire tomber le football du bon côté, du côté de ces valeurs de dépassement, d'émulation, toutes ces valeurs qui font rêver les enfants, qui font qu'ils ont les yeux qui s'écarquillent quand ils regardent des grands joueurs de football ou des grandes équipes de football. Donc je pense que l'arrivée de ces forces économiques dans le football est une nécessité en France. Il y a une autre raison qui m'amène à copier un petit peu, je le dis depuis longtemps, y compris au sein de la Ligue professionnelle de football, qui m'amène à copier un petit peu le modèle allemand, où ces forces économiques sont très présentes dans le football allemand, en tant que sponsor, en tant qu'actionnaire, souvent les deux à la fois. C'est que nous avons en France, et c'est tant mieux, un football qui est ouvert aussi à des forces venues d'ailleurs, d'autres pays. Moi, je l'ai fait d'ailleurs dans le Paris FC, et j'en profite pour remercier les actionnaires qui m'ont accompagné ces dernières années, qui venaient des États-Unis, qui venaient du Bahreïn, qui venaient de l'Arménie, qui viennent encore aujourd'hui de l'Inde et du Sri Lanka. Mais aujourd'hui, il y a les 2 tiers des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont contrôlés par des capitaux étrangers. Je pense qu'il faut trouver un meilleur équilibre. Et si l'autre club parisien demain, qui aura, je l'espère en tout cas, mais je laisserai Antoine en parler, des ambitions élevées, pouvait se distinguer aussi avec un actionnariat à forte majorité nationale, j'en serais ravi. Donc c'est le cas aujourd'hui. J'en profite pour dire que à la fin du closing, on a encore quelques jours devant nous, et après l'Assemblée générale ordinaire qui se tient le 29 novembre, la répartition du capital sera la suivante. Je vous passe les décimales. La famille Arnaud, par l'intermédiaire d'Agache, détiendra 52% du capital du club. Red Bull, qui l'accompagne, 11%. Alter Paris, qui demeure jusqu'à juin 2027 dans le capital du groupe. Donc c'est la structure que j'anime et que je contrôle majoritairement avec quelques-uns de mes amis, 30%. Et puis BRI, qui est la structure de contrôle de l'ICA Mobile en France, 7%, qui est une structure à capitaux indiens et sri-lankais. Et au bout de ce processus de 3 ans, on y reviendra tout à l'heure là aussi avec Antoine, la famille sera très largement majoritaire, autour de 80%, et Red Bull qui l'accompagne aura 15%, autour de 15%. Donc je disais, faire en sorte que l'ensemble du football ne soit pas contrôlé par des capitaux étrangers, avec tout le respect que j'ai pour eux et pour les avoir bien attirés dans le club ces dernières années. Donc une dimension un peu nationale. J'ai peut-être un peu exagéré ces derniers temps, mais ça a bien plu. J'ai dit que si le football, ce n'était pas l'industrie nucléaire ou l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile, il y avait quand même un enjeu de souveraineté nationale, et le fait que des forces économiques, et celle-là en particulier, puissent s'intéresser au sport en général et au football en particulier, et tout particulièrement au Paris FC, ça me ravit tout à fait. La deuxième chose qui m'a intéressé quand la banque d'affaires que j'avais mobilisée sur ce sujet, alors que j'avais déjà plusieurs offres intéressantes, m'a proposé de rencontrer la famille Arnaud, c'est qu'elle m'a dit immédiatement qu'elle était associée dans ce projet, si on se mettait d'accord, à Red Bull. Alors Red Bull, c'était à la fois pour moi une marque forte et une puissance dans le sport et ailleurs que dans le sport très forte. En même temps, un petit enjeu de multipropriété qui me taquinait un petit peu quand on connaît les positions que j'ai prises là-dessus. Bon, je dois dire que Red Bull fait de la multipropriété de façon intelligente et maîtrisée et rigoureuse, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures de multipropriété qui s'intéressent parfois à des clubs français. On a vu nos amis du Red Star qui ont subi les conséquences du dépôt de bilan du fonds qui était avec eux. Donc Red Bull, pour moi, c'est surtout une compétence très forte dans le football, qu'on a vu s'exprimer notamment à Leipzig, qui est un club qui est régulièrement en Ligue des Champions, qui a été pris assez bas dans la hiérarchie du football allemand et qui est aujourd'hui assez régulièrement dans le top 5 du football allemand. J'en profite pour dire que nous sommes à Orly avec les 2 centres de formation du club et que j'ai été ravi dimanche dernier de voir que le capitaine de l'équipe de France s'appelait Ibrahima Konaté. Konaté, c'est un petit enfant du club, puisque entre 10 ans et 15 ans, il était ici avant d'aller à Sochaux, avant d'aller à Leipzig d'ailleurs, et avant de se retrouver aujourd'hui à Liverpool et capitaine, en tout cas pour un soir, de l'équipe de France de football. S'il pouvait y avoir demain de nombreux Ibrahima Konaté, j'en serais ravi. Donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait adhérer immédiatement au projet proposé par
la famille Arnaud est conduit par Antoine dans les négociations. Je dois dire que, ayant commencé à discuter avec eux vers la mi-avril, autour du 20 avril, dès le mois de juin, on était d'accord sur l'essentiel avec la famille, avec Red Bull. Bon, il y a eu ensuite quelques péripéties un peu classiques dans ce genre de rapprochement qui ont fait qu'on a pris un peu plus de temps. Et je suis par ailleurs ravi avec Antoine que pendant quasiment 6 mois, la confidentialité de nos négociations ait été préservée et respectée. À quelques jours près, on aurait pu publier le communiqué officiel sans que l'annonce officieuse puisse être faite par les médias que vous représentez. Et avant de passer la parole à Antoine, je dirais que le dernier argument qui m'a fait adhérer à ce projet, c'est que j'ai trouvé dans la famille que représentait Antoine et dans le projet qui va être accompagné par Red Bull, un mélange d'ambition élevée, mais en même temps de souci de ne pas brûler les étapes, de prendre son temps, de s'appuyer sur le socle que représente le club aujourd'hui, un socle qu'on essaie de mettre en lumière depuis un moment, avec parfois des ambassadeurs prestigieux comme Rai qui nous accompagne aujourd'hui et qui a l'image que vous connaissez à la fois de joueurs mais aussi d'hommes attachés à certaines valeurs. Donc un mélange d'ambition et puis ce souci non pas de prendre trop de temps, hein, il faut avoir des ambitions élevées qui passent parfois par des accélérations fortes, mais prendre son temps, c'est ne pas brûler les étapes et ne pas promettre la lune quand on est encore en Ligue 2, que le quotidien de l'équipe aujourd'hui, je l'ai rappelé avec certains d'entre vous ces derniers temps, c'est Rodez, c'est Martigues, c'est Lorient, c'est Metz, c'est des équipes qui jouent la montée en Ligue 1 comme nous, on n'y est pas encore, loin s'en faut, même si on est ravis de vous accueillir en étant en tête de la Ligue 2 et à une bonne position aussi avec l'équipe féminine, même si on est un peu déçu d'avoir loupé la première match de la Coupe de France, mais certains diront que c'est pour mieux se consacrer au championnat. Enfin certains, moi je vous le dis, c'est pour mieux se consacrer au championnat. Donc ce mélange d'ambition et d'humilité dans la démarche de la famille et de Red Bull, ça m'a également séduit avec l'ensemble de l'équipe dirigeante et des actionnaires. Et j'espère qu'on ira le plus haut possible. Et avant de passer la parole à Antoine, quand on a dirigé ce club pendant 12 ans, pendant 15 ans, encore une fois, si j'intègre la responsabilité que j'ai eue avec l'association que dirige aujourd'hui, que préside aujourd'hui Patrick Gobert, on a envie, bien sûr, d'accélérer le mouvement et d'accéder à la Ligue 1, mais on a surtout envie de remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure depuis longtemps et qui vont continuer pour bon nombre d'entre eux d'accompagner le projet du club. Les salariés, les bénévoles, les dirigeants, les actionnaires, bien sûr, mais aussi les joueuses et les joueurs, les staffs techniques qui, tout au long de ces années, si on a été 4 fois barragiste et si on a bien travaillé aussi bien pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine, c'est parce que se sont succédés à la tête du club avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas avec toujours beaucoup de compétences et détermination, bon nombre de valeurs importantes sur le plan humain de ce secteur du football et je tiens à les remercier. Donc je pense que celui qui est le plus à même d'expliquer pourquoi sa famille aujourd'hui vient rencontrer l'histoire du Paris FC et je l'espère la prolonger et en faire quelques beaux chapitres dans les années à venir, c'est Antoine et je lui laisse volontiers la parole. Merci Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors d'abord, avant de commencer, pourquoi ici à Orly ? Je pense que même la presse sportive ne connaissait pas, vous ne connaissiez pas tous les installations ici, le centre de formation, le centre d'entraînement, et il m'a paru important que cette première prise de parole se déroule ici. Vous voyez un espace que je trouve assez impressionnant et je dois dire que la première fois que je suis venu ici, j'ai été très agréablement surpris par la dimension du lieu, sa proximité de Paris et sa possibilité également d'agrandissement. Nous en parlerons peut-être un peu plus tard, mais il y a un fort potentiel ici et une ambition également sur le plan de ce centre de formation et d'entraînement. Alors, on a publié notre communiqué il y a un mois environ. Il y a eu en effet cette fuite quelques 15 jours avant.
Pourquoi une conférence un mois après ? Parce qu'il m'a paru important aussi de prendre le temps de rencontrer les équipes ici, le staff, de mieux comprendre comment fonctionnait l'organisation, avant de prendre la parole et de vous présenter notre projet. Je pense que c'était la moindre des choses vis-à-vis de tous ceux qui travaillaient ici, de ne pas découvrir les choses dans la presse, mais de leur laisser la primeur, si je puis dire, de la présentation de ce projet. Alors ce projet, pour mettre les choses à plat et pour vous le présenter, je l'espère clairement. Tout d'abord, c'est un projet familial. C'est un projet qu'on a initié avec mes frères et ma sœur. On en a discuté longuement. On a trouvé que c'était une bonne idée de s'investir dans un projet qui soit différent évidemment de nos activités classiques que vous connaissez dans le secteur et l'industrie du luxe, de la mode et de la maroquinerie. On a voulu un projet qui nous réunisse autour de quelque chose de palpitant, pas que le luxe et la maroquinerie ne soient pas palpitants, mais de différent. Et puis on en a longuement discuté, on a étudié un certain nombre d'options. Pour certains d'entre nous, nous avons la passion du football. C'est mon cas depuis que j'ai une dizaine d'années. Je suis ça plus qu'attentivement. C'est vraiment le sport qui me génère le plus d'émotions. C'est le sport populaire que j'aime par-dessus tout. Et je crois que j'ai une espèce de petite nostalgie, quelque part, de ces moments. C'est peut-être une nostalgie un début de vieux boomer qui traîne. Mais quand on était dans la cour de récré, quand on était même à la machine à café, à l'époque, quand on se parlait de ce qu'on avait regardé la veille à la télé, on n'avait que 4 chaînes. C'était toujours la même série, le même film. Et la seule chose aujourd'hui qui réunit toutes les générations et qui réunit tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde sportif, culturel, patrimonial, c'est le sport. C'est vraiment cette dimension-là qui est très importante à mes yeux. C'est vraiment la dernière chose qui permet ces moments de communion ensemble. On l'a vu il n'y a pas très longtemps pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a cette communion qui existe et qui, personnellement, me manque un petit peu. Et c'est vraiment des moments dont je me souviens encore, alors qu'ils commencent à dater. Alors, vous l'aurez noté aussi, nous n'arrivons pas seuls. Nous arrivons avec un partenaire. Nous sommes entrepreneurs, certes, mais on sait ce qu'on sait faire, on sait aussi ce qu'on ne sait pas faire. On a une certaine compétence, je crois, en matière d'organisation, en matière de management, mais il faut bien le dire, aucune en matière de management d'une équipe de football et de stratégie footballistique. Or, par le gré de rencontres et d'autres partenariats, nous avons fait la connaissance, et c'est mon frère Frédéric qui les connaît bien, de Red Bull à travers la Formule 1. Et Red Bull a une compétence aussi très forte en matière de football. Vous connaissez leur histoire extraordinaire à Leipzig, à Salzbourg, dans d'autres clubs dans le monde. Et je crois que ce sont été des discussions extrêmement vertueuses et extrêmement positives d'emblée. C'est-à-dire que dès que Frédéric a commencé à leur parler de l'idée de travailler ensemble sur un projet football en France, tout de suite, ils se sont montrés intéressés, non pas, et je tiens à préciser cela d'emblée, sur un plan de multipropriété. Ce club appartiendra à ma famille, ce club ne sera pas copropriété de la famille Arnault et de Red Bull. C'est une association qui est, je pense, positive et vertueuse d'avoir Red Bull en minoritaire. Ils ne souhaitent pas non plus accéder à la multipropriété avec un hypothétique Red Bull Paris FC. Ce n'est pas du tout la même logique qu'ils ont à Leipzig ou à Salzbourg ou dans d'autres clubs. Ici, ils sont vraiment un partenaire sportif. Ils vont nous aider sur plein d'aspects qui nous permettront
d'avancer dans la bonne direction, d'aller plus vite, de faire les choses efficacement, de recruter les meilleurs joueurs et de les dénicher, si je puis dire ça comme ça, peut-être mieux que les autres, mais ils ne sont pas là pour être copropriétaires avec nous. Voilà, je pense que c'était important de mettre cela au clair. Alors pourquoi le Paris FC? Pourquoi pas d'autres clubs? D'abord, je tiens à rendre hommage au staff ici. Un certain nombre d'entre eux sont présents dans la salle. Aux joueurs, aux joueuses. C'est un club qui a une très forte équipe féminine également. L'équipe masculine est en tête de Ligue 2, mais l'équipe féminine est toujours dans le bon peloton de la Ligue 1 féminine. Donc un hommage au staff, un hommage aussi évidemment à Pierre et à tout le travail qu'il a accompli ces dernières années. Moi, en tant que passionné de football et de lecteur attentif de presse quotidienne sportive en France, je suis d'un œil attentif depuis très longtemps les résultats de la Ligue 1, mais également de la Ligue 2. Et donc, je constate que depuis de nombreuses années, le club est en bonne forme, a toujours un peu de mal, on a l'impression, à passer cette étape et à vraiment franchir ce Mont Blanc. On ne va pas appeler ça l'Everest parce qu'il y en a d'autres des Everest, ce Mont Blanc de la Ligue 1. Mais je pense qu'on y arrivera, je l'espère, plus facilement ensemble. Mais en tout cas, bravo à toutes les équipes, au staff technique et bien sûr à Pierre pour le magnifique club qu'ils ont montré et qu'ils ont monté avec de belles valeurs, avec une belle philosophie de jeu. Le coach que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi est vraiment extrêmement positif et très apprécié par un groupe qui manifestement vit extrêmement bien ensemble. Je dis ça parce que c'est important de savoir qu'on n'est pas là pour tout changer et pour retourner la table. C'est l'équipe actuelle et le staff actuel sur lequel nous misons et nous ne sommes pas là pour prétendre détenir la vérité, changer énormément de choses au club, mais au contraire pour travailler sur la base existante et faire monter un petit peu, améliorer tout ça pour que l'équipe existante monte elle-même en Ligue 1. D'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus. Quand on a démarré les négociations en avril, ils étaient déjà dans le trio de tête de la Ligue 2. Et depuis le début de la saison, même avant qu'ils soient au courant de quoi que ce soit entre Pierre et nous, ils étaient déjà en tête de Ligue 2. C'est un club, donc, comme je le disais, qui a de belles valeurs, un club populaire, et je serais peut-être amené à reparler de cela un peu plus tard. C'est important sur le côté sportif de faire les choses progressivement, de construire, de grandir et de s'améliorer, mais en faisant les choses graduellement, pas à pas. Pierre l'a déjà dit, mais sans brûler les étapes. Je crois que c'est très important parce que dans le sport, les incantations, ça ne marche jamais très bien. En revanche, la construction progressive, l'amélioration constante, l'addition de compétences et de talents les uns après les autres, mais qui s'incluent dans un projet plutôt que de les jeter comme ça en espérant que ça fonctionne. Moi, c'est plutôt notre philosophie et c'est la manière dont on voit les choses à l'avenir. Alors, je réponds un petit peu par avance, à mon avis, aux questions qui seront inévitablement posées sur une éventuelle rivalité avec le PSG. Moi, le PSG, c'est un club que j'aime depuis que j'ai 12 ans. J'ai été abonné de nombreuses années. Je suis depuis bien longtemps, j'ai la chance d'être invité désormais par mon ami Nasser. Et vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. C'est un club que j'admire. C'est un club qui réussit des choses extraordinaires. Et je le garderai toujours dans mon cœur. Je pense que c'est un club, d'ailleurs, je n'exclus pas de soutenir 2 clubs à Paris. Au moins en tant qu'on est en Ligue 2, c'est certain. Mais même le jour où, je l'espère, nous serons en Ligue 1, je soutiendrai le PSG
sauf évidemment 2 fois par an. Mais sinon, j'aime ce club et je trouve que ce que ses actionnaires et Nasser ont réussi depuis une douzaine d'années, c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, on le constate bien dans les valorisations des différents classements. Le PSG est en tête ou dans le top 5 des valorisations des clubs en Europe. Alors, pour entrer peut-être un peu plus dans le détail sur ce projet et sur notre vision. D'abord, quand on en a discuté en famille et avec mes frères et sœurs, l'idée, c'était un petit peu aussi de rendre à la société, dans le sport le plus populaire, de rendre à Paris, de rendre à notre pays ce qui nous a été donné. Et je crois que c'est important de le dire. C'est évidemment un projet qui aura un but et une nature économique. Pierre a parlé du tonneau des Danaïdes. L'idée n'est pas de jeter de l'argent à fond perdu sans regarder à la rentabilité. Mais dans l'idée, bien évidemment, c'est de susciter des émotions, de créer une espèce de partage un peu plus concret que ce que vous voyez d'ores et déjà. 3 piliers sur lesquels nous allons nous appuyer pour continuer à construire la belle histoire du Paris FC. Le premier pilier, probablement le plus essentiel, et celui sur lequel j'insisterai encore et toujours, c'est le pilier des valeurs. Le Paris FC en a déjà, c'est une évidence, mais j'insisterai encore davantage sur ces valeurs. C'est quelque chose d'essentiel dans notre groupe, c'est quelque chose d'essentiel dans notre famille, dans tout ce qu'on entreprend. L'éthique, la rigueur, l'engagement, le respect de chacun, l'humilité, le fait que le club passe avant tout. J'ai envie que nous construisions ensemble un club qui ressemble presque plus à un club à l'anglaise que ce qu'on connaît en France aujourd'hui. Nous serons intransigeants, on ne laissera rien passer. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera, peut-être avec un petit peu de temps, peut-être qu'il y aura une période d'adaptation, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et c'est comme ça qu'on envisage les choses. Deuxième pilier, très important également, et pour peut-être faire redescendre tous les fantasmes qui ont pu être suscités par l'annonce il y a quelques semaines de notre arrivée, on va essayer de construire ce projet autour de la formation. Vous le savez, bien évidemment, et c'est quelque chose que vous avez entendu 100 fois, le bassin parisien et le vivier de talent à Paris est le premier dans le monde, peut-être à égalité avec celui de Sao Paulo, mais probablement le premier ou le second, on va dire, ou le premier à égalité. Et avec l'aide de Red Bull, ce sera au cœur de notre stratégie de construire, je l'espère, le meilleur centre de formation pour les jeunes footballeurs et les jeunes footballeuses en France, à Paris et dans le bassin parisien. Aujourd'hui, on a trop de talents qui traversent Paris et qui finalement se retrouvent ailleurs et qui ne pensent quasiment pas à Paris pour poser les valises et réellement devenir le jeune footballeur ou la jeune footballeuse qu'il mérite d'être. Pourquoi ? Je crois que, bien évidemment, il n'y a pas encore les infrastructures. Je crois que la proposition que d'autres clubs peuvent offrir est parfois, à mon avis, presque... peut-être qu'ils sont trop au firmament pour pouvoir proposer du temps de jeu à des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses. Notre proposition sera différente. Nous voulons construire un club dans lequel, à terme, nous aurons peut-être 5, 6, 7, pourquoi pas 8 joueurs issus du centre de formation. Et l'idée, et ça c'est la formule que Red Bull applique à Leipzig, et je vous rappelle qu'ils ont donc repris Leipzig en 5e division, ils sont arrivés en Ligue des Champions en 7 ans, avec cette, j'ai pas envie de dire recette, mais avec cette formule de faire jouer les jeunes, leur faire confiance, les faire grandir, et au final,
quand ils ont pris de la valeur, quand ils ont réussi à performer, les revendre. Et nous ferons la même chose, nous n'hésiterons pas, même si on a une pépite, une fois qu'elle aura grandi, mais qu'elle aura peut-être vocation à partir dans un club qui a une autre dimension, nous n'hésiterons pas à le laisser partir, à la laisser partir pour voler de ses propres ailes dans un autre club. Et c'est vraiment un élément essentiel de la stratégie de Red Bull à laquelle nous souscrivons totalement et qui sera au centre de notre identité. Bien évidemment, la mixité est un élément très important. Les équipes féminines sont déjà hyper performantes et on continuera et on investira également sur les équipes féminines. Le troisième pilier de notre stratégie, j'en ai déjà touché un petit mot en introduction, mais j'insiste dessus car il est très important, le temps long. C'est quelque chose que nous connaissons dans notre groupe. On laisse le temps aux maisons, on laisse le temps aux équipes de se structurer, de créer cette espèce de magie qui peut exister. Alors dans les métiers qu'on connaît, c'est entre un CEO et un designer, ou entre un designer et son équipe marketing, ou entre un studio et ses clients. Eh bien, en football, c'est un petit peu différent. C'est entre le coach et les équipes. Je pense que les supporters ont un rôle très important à jouer également dans un projet comme celui-là, et nous allons passer du temps avec eux, nous allons les écouter et essayer de construire un vrai engouement autour de ce club. Je pense qu'il y a absolument la place pour un autre club à Paris qui aura une philosophie propre et qui réussira avec ce temps long et avec une pression positive et non pas la pression qu'ils ont actuellement. Là, il faut reconnaître que depuis 6 semaines, ils ne savent pas tellement comment gérer cette pression. Je dois reconnaître qu'il y a eu aussi énormément de questionnements, d'attentes, et j'espère que ces quelques réponses aujourd'hui apporteront de la sérénité et la possibilité pour l'équipe de voir les choses tranquillement, sans se mettre trop de pression. D'ailleurs, on parle de Ligue 1. Évidemment, on préférerait qu'ils montent en Ligue 1 à la fin de la saison. Mais si ce n'est pas le cas, on sera encore là et ce sera l'année prochaine ou l'année suivante. Et il faut savoir qu'un actionnaire comme la famille Arnault ne voit pas un horizon à 2 ans, 3 ans, n'est pas un fonds d'investissement non plus qui a envie de cachetonner et de valoriser l'équipe le plus vite possible. On préfère qu'elle performe, bien évidemment, mais on est là sur un temps extrêmement long. Voilà. En conclusion, notre ambition, c'est donc bien évidemment de monter, mais de rester, de marquer des buts, mais aussi et surtout de marquer les esprits. Quelque part, c'est d'apporter du bonheur au public parisien, au public francilien, de créer un club à taille humaine. Moi, le caractère familial de ce club me plaît beaucoup. Et je ne dis pas que tout restera exactement comme c'est aujourd'hui. Bien évidemment, on va, comme je le disais, grandir et s'améliorer, mais cette touche familiale, cette proximité qu'on a avec le public, que les joueurs ont avec le staff, que le staff a avec le public aussi, et je trouve formidable, et c'est une carte que nous allons garder et travailler. C'est un projet ambitieux, mais sans être irréaliste, avec un partenaire ultra solide, très sérieux, qui est habitué à ce genre d'aventure. Et le club aussi lui-même est très solide. C'est pour l'instant un grand club de Ligue 2 et on va essayer d'en faire un très bon club de Ligue 1. Voilà, merci de votre attention. On est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Pour les questions, si vous pouvez du coup lever la main et surtout indiquer votre média et votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, Bruno Fraioli de sportbusiness.club. Alors, j'ai 2 questions, mais j'en ai une qui est très large, qui est destinée à vous, Monsieur Arnault. Pourquoi votre famille vient dans le football? C'est pas forcément l'endroit qui est le plus facile, en tous les cas, pour les affaires, pour gagner de l'argent. Et puis j'ai une autre question qui est plus pragmatique, c'est la présence des marques de vos maisons. Est-ce qu'il y aura
une présence de ces marques dans le club, dans le futur. Puis j'avais une troisième question. Vous-même, est-ce que vous pourriez être intéressé, vu que vous serez propriétaire d'un club intéressé par entrer au CA de la LFP? Merci. D'accord. Alors, pour répondre à votre première question, on fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça pour, j'ai pas envie de dire pour la cité, parce que c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais enfin, on fait ça pour procurer des émotions au public, parce qu'on a eu envie de faire quelque chose de bien et de positif autour du sport. On a été très marqué par les Jeux Olympiques de Paris 2024. On avait démarré les négociations avant, mais on va dire que si on avait besoin d'un petit push supplémentaire pour y aller à fond, les JOP nous en ont vraiment donné l'occasion. On n'a pas non plus l'habitude de gaspiller notre argent et de jeter ça dans le fameux tonneau des Danaïdes. Mais on va essayer de faire les choses, bien évidemment, au départ, avec un investissement conséquent. Et ensuite de valoriser le club pour qu'il, à terme, arrive à une forme d'équilibre. L'objectif, c'est que le club soit équilibré. Je sais que c'est compliqué dans le football, mais je pense qu'en utilisant de bonnes méthodes, en ayant une gestion saine et rigoureuse et avec l'aide de notre partenaire Red Bull, j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver. Concernant les instances dans le football, ça je laisserai ça à Pierre, qui fera ça beaucoup mieux que moi. Moi j'ai pas mal de sujets aussi à régler avec ma famille, comme vous le savez, au niveau du groupe LVMH. Et le football m'intéresse beaucoup, mais les différentes instances, ligues, etc., je laisserai ça à mon ami Pierre. Et concernant les marques du groupe, je me suis fixé pour l'instant une règle, c'est une muraille de Chine que je pourrais qualifier de unilatérale, c'est-à-dire que je n'irai pas, moi, demander aux maisons du groupe de donner un coup de main ou d'être sponsor du Paris FC. Je pense que ce serait malsain. En revanche, si dans un an ou deux, ou peu importe quand d'ailleurs, certaines maisons du groupe souhaitent être partenaires, elles peuvent évidemment me contacter ou contacter les équipes commerciales et leur proposer de l'être. Je ne voudrais pas non plus priver les maisons du groupe d'être partenaires si elles pensent que c'est juste dans leur stratégie de communication. Mais j'irai pas... parce que je pense en effet que je pourrais avoir ce pouvoir, les forcer ou les contraindre à être partenaires du Paris FC. Ce ne serait pas bon pour la dynamique, en tout cas, que j'essaie d'instaurer ici. Je ne peux pas parler de valeur et faire ça. Voilà. Oui, bonjour, Nicolas Basse de Newstank Football. J'ai une question pour Monsieur Ferracci. Vous avez parlé de BRI Sports Holding, qui est pour l'instant encore dans l'actionnariat. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé les conditions nécessaires pour partir? Et une question plus pour Monsieur Arnaud, vous avez parlé en introduction de développement du centre d'entraînement. Voilà, vous n'avez pas parlé du stade. Est-ce que c'est un sujet d'actualité aussi? Sur BRI, qui nous accompagne depuis quelques années, c'est pas un enjeu financier. Ils souhaitent aujourd'hui encore rester dans le club. Moi, j'ai encore dit, pas plus tard qu'hier, à leur dirigeant, Monsieur Soubas, que je souhaitais qu'il quitte le club avec moi, qu'il nous accompagne dans les 3 ans à venir et qu'on trouve une issue satisfaisante, puisque je ne l'ai pas dit dans un premier temps, mais la famille Arnaud, compte tenu de l'investissement qui va être réalisé dans les années à venir, souhaitait effectivement avoir une large place dans le capital avec Red Bull. Ça m'est apparu, et les autres actionnaires d'ailleurs ont trouvé que c'était une bonne démarche. Certains d'entre eux d'ailleurs vont continuer et continuent à accompagner le club par la voie du sponsoring. Donc on essaye de convaincre BRI de faire ce que je vais faire dans les 3 ans qui viennent et de préparer la sortie à ce moment-là. Donc ça se passe tranquillement, c'est des négociations assez classiques avec des actionnaires minoritaires quand il y a un changement d'actionnaire majoritaire. Avant de laisser Antoine réagir sur le stade, je vous dis par ailleurs qu'on essaye aujourd'hui, et on a entamé des discussions avec la mairie d'Orly, avec le département du Val-de-Marne, et puis avec les 2 autres villes qui sont concernées par les terrains d'à côté. Nous sommes ici à Orly sur un terrain de la ville de Paris.
Nous sommes à Orly, mais sur un terrain de la ville de Paris. À côté, c'est d'autres collectivités locales qui maîtrisent le foncier. Et on a commencé à discuter avec ces collectivités pour élargir notre base ici. On est déjà un petit peu à l'étroit. C'est indépendamment des ambitions qu'on a avec nos nouveaux actionnaires. On a à la fois les 2 équipes premières et le centre de formation et demain le centre de formation féminin qui agissent. Et 3 terrains et demi, presque 4, c'est un peu court. Et on cherche à en avoir 3 de plus dans les terrains qui jouxtent ceux que nous occupons déjà depuis 6 ans. Très mieux à même que moi pour répondre aux questions sur le stade. Après, je peux en dire un mot aussi. Moi, j'ai l'impression quand même que l'équipe, que les supporters sont attachés à Charletti. Et moi-même, quand j'y ai été plusieurs fois depuis l'annonce, j'apprécie beaucoup ce stade. Il n'est pas idéal d'un point de vue football, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais pour différentes raisons, c'est très bien desservi, c'est un stade qui pourrait convenir à notre projet. Il faudrait évidemment le réaménager, mais je tiens absolument à ce qu'on n'exclue pas cette éventualité-là, parce que d'abord, il y a une histoire entre le Paris FC et Charletti, et en tant que spécialiste de l'ADN des marques, je crois que c'est toujours important de regarder et de sentir cette histoire à travers toutes les décisions qu'on prend. Et ensuite, parce que je pense que réaménager, ça pourrait être réellement un bon stade pour une équipe de Ligue 2 ou même de Ligue 1. On a évidemment une autre option que vous connaissez tous, c'est l'option du stade Jean-Bouin, qui a pas mal de contraintes aussi quand même. Il y a un club de rugby qui y joue, il y a toute une série d'entraînements d'équipes de jeunes dessus, le terrain est synthétique. D'un point de vue calendrier, ça pose quand même pas mal de questions. Donc les 2 options existent. On va commencer dans les prochains jours ou les prochaines semaines à discuter sérieusement de l'opportunité de ces 2 options. Et puis on décidera dans les mois qui viennent quelle est la meilleure. Il y a même une option qui consisterait à jouer à Jean-Bouin pendant quelques temps, pendant que Charletti est réaménagé. Donc on verra. Comme je le disais, chaque chose en son temps. On va pouvoir commencer à travailler sereinement sur ces points-là, qui sont des points très importants. J'en ai bien conscience. Et évidemment, qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 d'ailleurs l'année prochaine, il nous faut un bon stade. Pierre, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais enfin, en tout cas, Oui, on est sur la balle. Pour compléter ce que tu dis, l'option qui consiste a toujours été privilégiée. À aller à Jean-Bouin pendant quelques temps et à transformer Charletti a toujours eu ma préférence. Les supporters, les ultras le savent, on en a encore discuté récemment. Bon, après, c'est deux solutions compliquées à Charletti parce qu'il y a un club historique aussi et omnisport qui s'appelle le PUC, qui a Paris Université Club, qui occupe beaucoup de territoire, mais aussi qui gère beaucoup de sports, du judo, de l'athlétisme, du rugby, du football. Et puis, comme l'a dit Antoine, au stade Jean-Bouin, il y a le Stade Français, qui est un club aussi historique dans le domaine du rugby. Le Stade Français a fait ce qu'évoquait à l'instant Antoine. Ils sont venus à Charletti pendant 3 ans, partager le terrain avec nous pour transformer Jean-Bouin. Peut-être que c'est une option qui est possible. Dans les 2 cas, il faut discuter intelligemment ce qu'on fait avec le PUC et avec le Stade Français, bien évidemment avec la mairie de Paris, dont je vous précise qu'elle est propriétaire des 2 terrains. Charletti n'est pas géré par nous, mais par la ville de Paris. Jean-Bouin est géré par contre par le Stade Français, qui est l'interlocuteur privilégié, avec lequel on a commencé à discuter. J'ai pas plus tard que demain une nouvelle réunion avec Thomas Lombard, le directeur général du Stade Français. Donc on va essayer d'avoir une solution équilibrée, quelle qu'elle soit, pour donner un peu plus de moyens au spectacle qu'on présente déjà en Ligue 2 et que j'espère on présentera un petit peu plus tard en Ligue 1. Ici. Oui, bonjour, Benoît Berthelot de Bloomberg. J'ai 3 questions pour Antoine Arnaud. La première, c'est vous avez parlé d'un investissement conséquent dans ce club. Quel est l'investissement que vous envisagez sur combien d'années ? Ensuite, vous arrivez dans le football français à un moment où il y a une crise de financement du football, du modèle de diffusion. Quel regard vous portez sur ce sous-financement en fait, du foot français par rapport à d'autres pays européens ? Vous avez parlé de nombreux investissements dans le sport récemment. On ne s'attendait pas forcément au football, mais est-ce que d'autres sports pourraient être envisagés et lesquels ?
Bon, vous êtes chez Bloomberg, vous connaissez la tradition, la traditionnelle réponse sur les investissements. On ne communique pas de chiffres. Je crois que les différents montants qui ont été évoqués ici et là ne sont pas très très loin de la réalité quand vous lisez les derniers articles, mais je ne vous donnerai pas de chiffres précis. En ce qui concerne la crise dans le football français actuellement, bien évidemment, ça a été un sujet qui nous a interpellés. On espère que cette crise ne dure pas trop longtemps. Mais comme je le disais, sur le temps long, finalement, une crise devrait se résorber et repartir vers un cycle plus positif et plus vertueux. Donc on espère qu'on arrive en bas de cycle et que tout ça repartira de l'avant dès que certaines parties prenantes trouveront des accords qui sont plus positifs entre eux. On ne va pas s'en mêler, mais j'ai bon espoir et de ce que j'entends, c'est quand même une possibilité. Ensuite, la dernière question concernant LVMH. Écoutez, si on m'avait dit il y a un an que je serais ici devant vous pour vous parler du Paris FC, je ne vous aurais pas cru. Mais donc qui sait, peut-être, on verra. Vous savez, le sport et l'industrie du luxe, c'est une longue histoire. Même bien avant le partenariat entre Louis Vuitton et l'America's Cup, avec la Louis Vuitton Cup, il y avait déjà des dizaines d'athlètes qui étaient égérie des différentes marques de mode ou de luxe dans le monde. Donc on n'a rien inventé. C'est vrai que ça s'est renforcé ces derniers temps, aussi parce que les sportifs et les clubs sont devenus beaucoup plus puissants et sont devenus des marques en tant que telles. Et c'est vrai qu'on a nous aussi nos antennes bien allumées et on se rend compte de cela. Que ce soit à travers les Jeux Olympiques ou à travers la Formule 1, on a été bien placé pour constater cette évolution ces derniers temps. Et même si ce n'est pas l'idée là, c'est vrai que le fait et la perspective de pouvoir construire et de développer une marque comme le Paris FC, avec bien évidemment le nom de Paris faisant partie de la marque, compte aussi beaucoup. Et je pense que c'est une opportunité que nous saurons saisir. Voilà. Bonjour, Manuel Tissier, France Télévisions. Il y a une quarantaine d'années, un grand capitaine d'industrie a aussi tenté d'instaurer un second club à Paris. Il a échoué au bout de 6 ans. Donc ma question est, est-ce que vous avez regardé de près l'expérience de Jean-Luc Lagardère et du Matra Racing? Quels enseignements vous en avez tirés, concrètement, d'erreurs à ne pas commettre ou de pistes à suivre? Et ma question va un peu avec, si vous ne vouliez pas donner le chiffre pour l'investissement, est-ce que sur la durée, vous pouvez vous engager, quand vous dites longtemps, est-ce que c'est 3, 5, 10, 15, 20 ans? Merci beaucoup. Alors on connaissait bien Jean-Luc. Et bien évidemment, on a regardé, et on connaît bien cette aventure, qui a quand même énormément de différences avec la nôtre. Hein. Rien n'est incomparable, mais rien n'est comparable vraiment non plus en ce qui concerne la reprise du Paris FC aujourd'hui. Tout ce que je viens d'évoquer et la manière dont on envisage les choses avec le temps long, la formation, avec l'arrivée, la non-arrivée de grandes stars pour les jeter dans un saladier et leur demander de jouer tous ensemble. Je crois qu'on sera assez loin de ce qu'avait voulu faire le Matra Racing à l'époque. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que l'erreur, Jean-Luc Lagardère était un grand patron d'industrie. Je crois que l'erreur qu'il a faite, c'est celle que Antoine a évoquée tout à l'heure et qu'ils ne feront pas, c'est qu'il a voulu brûler les étapes. J'ajouterais que quand on se lance dans le football, qui est une terre un petit peu inconnue, même quand on vient de l'aéronautique ou de l'espace ou de l'électronique, il faut choisir les bons ingrédients et les bons managers. Et peut-être qu'à l'époque, il y a eu aussi un peu de déficience là-dessus, mais je crois qu'il a voulu aller trop vite. Et dans le football, comme dans d'autres industries d'ailleurs, dans d'autres secteurs de l'économie, il ne faut pas brûler les étapes, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Mais le plus vite possible, c'est parfois se hâter lentement, et dans le foot plus qu'ailleurs. Et concernant l'horizon temporel,
Oui, au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. On ne s'est pas fixé en tout cas de date précise pour déterminer si c'est un succès ou un échec. On va vivre l'aventure non pas au jour le jour, mais progressivement, en essayant de constamment améliorer les choses et de faire en sorte d'avoir un club dont les supporters sont fiers et dont nous, en tant que famille, sommes fiers. Bonjour, Vincent Marcelin de l'équipe. Je me demandais, Monsieur Arnaud, vous parliez de votre passion pour le sport le foot en tant que sport populaire. Est-ce que vous souhaitez maintenir le système de gratuité du stade qui a plutôt porté ses fruits jusque-là? Alors on y réfléchit. Ce sur quoi je peux m'engager, c'est que le stade restera accessible, non pas à tous, mais que le prix des places sera extrêmement bas. La gratuité en Ligue 2, c'est quelque chose qui a en effet très bien fonctionné et on va le continuer au moins jusqu'à la fin de la saison. En Ligue 1, c'est un peu plus délicat, mais l'objectif est d'avoir au moins une partie, même en Ligue 1, des tribunes en gratuité, une grande majorité des autres places qui soient à des tarifs très abordables. Et en revanche, on essaiera d'être un peu plus corrosif, on va dire, pour les hospitalités et pour les partenaires qui souhaitent être présents dans le stade au niveau des loges, par exemple. Et je pense que c'est comme ça qu'on voit les choses. Un club accessible à tous et pour les partenaires qui souhaitent faire partie de l'aventure, là, avoir des tarifs un peu moins avantageux. Bonjour, ça marche? Oui, bonjour, Sébastien Denis, Foot Mercato. J'avais 3 petites questions pour vous. La première, c'est pour le mercato d'hiver. Vous êtes maintenant dans le club quand le closing sera fait. Est-ce que vous avez déjà des ambitions et des idées pour cet hiver? Deuxième question, au niveau de Red Bull, vous venez un peu avec une expertise et un savoir-faire. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà en contact des gens de Red Bull? On parlait de Jürgen Klopp ou éventuellement Mario Gomez. Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez parlé tout à l'heure M. Ferracci a parlé tout à l'heure de l'importance de la formation au Paris FC, Ibrahima Konaté. Il y a d'autres joueurs qui ont été formés au Paris FC qui sont partis depuis, Loïc Badé, Aït Nouri ou d'autres joueurs comme ça. Est-ce que c'est la volonté pour vous à moyen terme de rapatrier ces joueurs-là pour faire vraiment du Paris FC un porte-étendard du football français, aussi bien au niveau de la formation à venir que passé? Je vais répondre à la première question, je laisserai Antoine. Ouais. Sur la première question, Antoine y a déjà en partie répondu. On a une équipe aujourd'hui qui est en tête de la Ligue 2, donc on va lui faire confiance. Ça veut dire qu'au mercato de janvier, comme d'habitude, il y aura sans doute des petites retouches. Il peut y avoir des blessures, on a encore quelques matchs importants qui nous séparent. Il y a des blessés qui ne sont pas encore revenus et sans manifester d'inquiétude particulière, on souhaite qu'ils reviennent le plus vite possible et qu'on puisse compter sur eux. Donc il y aura des petites retouches comme d'habitude, mais pas de bouleversement. Ça serait d'ailleurs dommageable pour l'équipe et pour le club que de transformer un effectif qui a donné satisfaction non seulement depuis le début de la saison, mais en partie la saison dernière. Je rappelle que la saison dernière, après un début catastrophique, parce qu'on avait changé le staff, on avait changé l'équipe, on a eu beaucoup de blessés. Sur les 28 matchs qui ont suivi les 10 premiers, on était en tête on avait le même nombre de points qu'Auxerre qui est monté directement. Donc il y a une forme de continuité depuis 3 mercatos, 2 d'été et un d'hiver. Et dans le 4e mercato, on va être extrêmement prudent et on ajustera le tir comme on l'a fait par le passé pour apporter un petit plus de sécurité ou d'amélioration à l'équipe qui nous donne satisfaction aujourd'hui avec le staff que nous avons mis en place. Alors concernant Red Bull, bien évidemment on les a déjà vus, on a déjà passé pas mal de temps avec eux, ils sont déjà venus ici, on était il y a 15 jours je crois ici avec Mario Gomez. Moi j'ai pu m'entretenir plusieurs fois avec Jürgen Klopp qui est très excité par ce projet et par la perspective de venir travailler avec les équipes ici, nous faire bénéficier de son œil sur la manière dont les choses pourraient être peut-être encore améliorées.
Et Red Bull, on va s'en servir, pardon de l'expression, mais on va travailler avec eux pour ça, mais ils ont aussi des outils, et notamment des outils de data qui sont absolument révolutionnaires et qui vont nous aider énormément sur toute la partie scouting. On a fait une première réunion il y a assez longtemps maintenant, il y a plusieurs mois avant l'été, avec les équipes. Ils connaissaient l'équipe du Paris FC, mais tous les joueurs de Ligue 2 sur le bout des doigts grâce à du data qu'ils avaient eux-mêmes construit in-house, qui était absolument exceptionnel et à mon avis qui ferait l'envie de beaucoup d'autres clubs, y compris de clubs de Ligue 1. Pour répondre à votre dernière question, l'idée c'est plutôt de former des jeunes. Après, si un ancien formé au club veut venir pour être le 9e, 10e, 11e joueur qui forme l'ossature du club, pourquoi pas ? C'est une possibilité, ce ne sera pas la stratégie de base de la composition de l'équipe, en tout cas. Bonjour, Cyril Viguier, TV5 Monde. Ma question s'adresse à Antoine Arnaud. On vous a senti très passionné par le football. Vous avez expliqué que ça remontait à longtemps. On vous a vu très impliqué également dans l'organisation pour le groupe de tout ce que vous avez mis en place pour les Jeux Olympiques. Quelle va être la part de votre implication, peut-être même de vos fonctions exécutives dans cette nouvelle aventure par rapport aux fonctions éminentes que vous avez déjà dans le groupe LVMH? Comment vous allez répartir ce temps-là et faire coïncider ces deux mondes dont vous avez dit qu'ils seraient, pour le départ au moins, très hermétiques? Vous savez, une passion, c'est pas vraiment comptabilisé comme du temps de travail. Donc, je ferai ça sur mon temps libre. Je ferai ça par passion. Je sais pas, moi, le matin, à l'heure du déjeuner, le soir. On arrive quand même à combiner les choses et à faire en sorte que cette passion puisse ne pas trop empiéter sur mon activité professionnelle principale, qui est en effet, comme vous le dites, chez LVMH. Mais j'arriverai bien à combiner les deux et à bien faire les deux, je l'espère en tout cas. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que le football est une passion. Ça peut être une passion ravageuse. J'espère qu'elle ne sera que ravageuse positivement. Voilà. Bonjour, Léo Huisman de l'AFP. Une question pour tous les deux, un peu technique. Concrètement, comment va se passer les prochaines étapes? Vous avez parlé du closing. Quand est-ce qu'il a lieu? Vous avez parlé il a une AG extraordinaire, je crois, le 29 novembre. Et est-ce que c'est à cette issue de cette AG que la famille Arnaud prendra possession du PFC? Et dans la continuité de la question précédente, est-ce que dans 3 ans, vous serez le président du club à la place de Pierre Ferracci? Je vais commencer par répondre sur les opérations en cours. Le closing est imminent. Je précise au passage qu'on est passé avec Antoine et Alexis et Fabrice devant la DNCG la semaine dernière, que tout s'est bien passé, qu'on a le feu vert de la DNCG. Il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là, mais c'est un passage obligé. On les reverra d'ailleurs après le closing, comme c'est la procédure obligatoire. Il y a une AG le 29 novembre qui va entériner le nouveau conseil d'administration qui représente majoritairement la famille, en partie Red Bull. J'en profite pour dire que pour les trois administrateurs que j'ai proposés au nom d'Alter en dehors de moi, il y a mon ami Philippe Dabi qui est là et qui m'a bien aidé dans la dernière période. Et il y a Michel Denisot, ancien directeur général délégué de Canal, et comme il a été aussi ancien président du PSG, j'en profite pour compléter ce qu'a dit Antoine tout à l'heure. Au même titre que Rai, Michel et Rai ont des relations toujours aussi positives avec leur ancien club. Et s'ils viennent au Paris FC, c'est pour nous accompagner dans ce nouveau projet. Rai avait publié un communiqué très positif sur la relation qu'il a eue et qu'il a encore avec son club passé. Donc moi je m'associe à ce qu'a dit Antoine. Notre relation avec le PSG est une relation de qualité. On sera concurrent sur le terrain un jour. Pour l'instant, nous sommes en Ligue 2, encore une fois. Mais en tout cas, on va s'efforcer de garder la qualité de ces relations entre les deux clubs parisiens qui existent déjà jusque-là.
Donc le closing, c'est pour moi globalement autour du 29 que ça sera définitivement acté, avec la mise en place du nouveau conseil d'administration et bien entendu les transferts d'actions qui vont donner la composition du capital que j'ai évoqué tout à l'heure. Le mouvement est en cours, hein, il est assez long, il est assez laborieux, ça concerne aussi des actionnaires étrangers, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et concernant la présidence, elle sera donc conservée par Pierre jusqu'en 2027. Et ensuite, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est pas... Football en 2024. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même urgence à ce que le club monte le plus rapidement possible en Ligue 1 pour que vous puissiez réellement lancer votre projet? Merci beaucoup. Urgence, non, je ne crois pas. En revanche, bien évidemment, si il nous faisait le plaisir de monter cette année, on serait absolument ravis. Mais si ce n'est pas cette année, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un drame. On continuera à travailler pour monter l'année prochaine. Et ce n'est pas un coût qu'on est en train de faire. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment un investissement, certes un investissement passion, mais sur le temps long. Et on va prendre notre temps pour d'abord monter, puis ensuite devenir... D'abord ne pas redescendre ensuite, une fois qu'on est monté, et ensuite devenir une bonne équipe de Ligue 1, puis une bonne équipe de première moitié de Ligue 1, et puis essayer d'aller gratter une des places européennes. Mais ça prend du temps tout ça. C'est comme dans les affaires, comme dans n'importe quoi, ça prend du temps et on va construire plutôt que faire des incantations qui en général ne marchent pas. Oui, Laurent Perrin du Parisien. Monsieur Arnaud, quand on regarde ce qui se passe dans les autres grands clubs européens, on se rend compte à quel point le stade peut être un levier économique déterminant. Est-ce que selon vous, on peut avoir de grandes ambitions sans être propriétaire de son stade? De grandes ambitions économiques. J'ai bien expliqué que l'idée n'étant pas de faire fortune avec un projet comme celui-là, mais juste de viser l'équilibre, je ne crois pas que ce soit vraiment notre priorité. C'est vrai que si une possibilité s'offrait à nous de devenir propriétaire d'un stade, alors à ce moment-là, on l'étudierait. Mais l'idée n'est pas n'est pas celle-là aujourd'hui. Et à ce stade, on veut vraiment juste procurer du plaisir aux supporters, aux spectateurs, aux téléspectateurs, avec une belle équipe de foot qui donne tout sur le terrain. Et ensuite, sur les histoires de stade, il nous faut un bon stade. Après, qu'on en soit propriétaire ou non, honnêtement, c'est pas je ne pense pas que ce soit vraiment l'objectif prioritaire. Il y a quelques grands clubs européens ou français, d'ailleurs, je pense à l'OM, qui ne sont pas propriétaires de leur stade. Hein. Mais regardez en Italie, à Milan ou à Rome, ce n'est pas une condition sine qua non, même si ça procure quelques avantages, parfois aussi quelques inconvénients quand même, la propriété. Est-ce qu'on a une dernière question? Allez. Bonjour, Cyril de la Morinerie d'Europe 1, du groupe Lagardère. Vous souhaitez évidemment beaucoup de succès. Merci. Avec le Paris FC. Question pour monsieur Arnaud. D'abord, alors c'est une question un peu technique, mais c'est pour ici, parce qu'on a parlé du stade, mais le centre d'entraînement, c'est aussi quelque chose d'important. On l'a vu que le Paris SG qui a massivement investi. Donc est-ce que vous avez des projets aussi pourquoi pas de déménagement? Et puis ensuite, mieux vous connaître en termes de foot, quels sont les joueurs que vous aimez? Est-ce que vous êtes plus Messi que Ronaldo? Quels sont les matchs, monsieur Arnaud, qui vous ont marqué? Voilà, pour qu'on rentre un peu plus dans votre intimité footballistique. Merci beaucoup. Il faudrait peut-être un entretien en one-to-one. Parce que avec joie, quand vous voulez. Je vais vous parler de ça. Alors, concernant le centre d'entraînement et de formation ici, il a vocation, comme je le disais tout à l'heure, à s'étendre. Et Pierre va travailler d'arrache-pied pour essayer d'obtenir les autorisations pour avoir davantage de terrain et pour, un peu à l'image de ce qu'on va essayer de faire partout, pour tout améliorer et avoir plus de terrain, plus d'infrastructures, que tout soit mieux, pour mieux aider les équipes et le staff à mieux travailler. C'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps, hein. C'est pas en un claquement de doigts que tout ça va sortir de terre, mais avec un peu de temps et la volonté que nous avons, on devrait y arriver. Et concernant ma passion pour le football, oui, des matchs, j'en ai 50 en tête, peut-être
peut-être le match qui m'a procuré le plus d'émotions, France-Italie 2000, le but de Viltord, peut-être même plus que le but de Trezeguet. L'égalisation à la dernière minute, voir les Italiens comme ça, se prenant bras dessus, bras dessous, ça c'était délicieux. Et sinon, avec le PSG, bien évidemment, j'étais à Bruxelles quand Rai et N'Goti ont gagné en 96 la Coupe des Coupes. Je sais pas, j'ai dû voir 500 matchs au parc. Je sais pas, il y en a tellement. Mais c'est cette époque-là, moi, qui m'a marqué parce que j'étais un jeune homme dans un stade en effervescence. Évidemment, PSG Real. Mais c'était avant ton heure, PSG Real. Hein, ouais. Et la tête de Comboiré. Et puis sinon, plus récemment, je rêve encore la nuit, ou plutôt je cauchemarde sur le raté de Colomboigny, enfin raté, pardon, sur l'arrêt extraordinaire de Emiliano Martinez, c'est ça, contre Colo. Oui. Voilà, enfin je sais pas, on pourra en parler entre nous. En tout cas, sur le style de jeu, je laisserai en toute modestie, Jürgen Klopp et Stéphane Gilly décider de ce qu'ils souhaitent faire. Et je ne me mêlerai absolument pas de ça, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à rencontrer le staff et les joueurs il y a quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Merci.